Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui le 28 février 2026, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cryptos et l'économie en général. Alors je vous fais une vidéo dans la foulée parce que aujourd'hui on a eu une énorme news qui est tombée, le conflit qui nous pend au nez là depuis je ne sais pas combien de temps, depuis quand même plusieurs semaines, je dirais même mois, qu'on en parle. Et du coup, ça vient de tomber. On a eu du coup les États-Unis, les US qui a annoncé qu'ils rentraient en conflit, qu'ils rentraient en opération militaire contre l'Iran, et que du coup leur objectif, c'était d'aller capturer, comme ils ont fait avec le Venezuela, avec le président vénézuélien, ils l'ont capturé, l'ont ramené aux US. Là, ils vont faire un peu la même chose, voire tuer leurs dirigeants, parce que, comme vous le savez, en fait, l'Iran, ils essayent d'obtenir l'arme nucléaire. Les États-Unis, ils sont pas OK, et du coup, forcément, ils utilisent ça comme prétexte pour aller chasser l'Iran. Alors je pense qu'il y a un fond de vérité que d'un côté les US ils sont intéressés par le fait de supprimer l'arme nucléaire à l'Iran, enfin pas la supprimer mais faire en sorte qu'il l'ait pas. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte dans ce conflit, dans lesquels on n'a pas forcément toutes les vérités et que nous en tant que citoyens on ne saura jamais. Mais du coup bref, c'est intéressant parce que ça bouge pas mal au niveau des marchés. On a du coup beaucoup d'incertitudes qui se sont enlevées par rapport au fait au début de ce conflit vu que ça vient de commencer, et beaucoup d'incertitudes aussi qui arrivent par rapport à l'évolution que va aller, dans quel sens va aller le conflit. J'ai l'impression que pour l'instant, vous allez voir que les marchés n'ont pas si réagi que ça. C'est-à-dire qu'on a eu une petite baisse, mais on n'a pas eu non plus un gros moins 10, moins 20% qui arrive sur tous les marchés. Donc ça reste très modéré. Et c'est parce que il y a moyen que les marchés anticipent le fait que ce soit un conflit éclair comme on a eu avec le Venezuela, où en fait ce soit hyper rapide et efficace, et que du coup dans ce cas, il n'y a pas besoin d'anticiper trop de corrections, voilà, trop de baisse au niveau du marché. Donc bon, il y a tout ça déjà à voir. Vous allez voir que aussi on a un point macro à regarder au niveau macroéconomique côté US, et aussi au niveau de l'analyse technique court terme. Vous allez voir que ça a plutôt bien marché. Rappelez-vous, j'avais parlé d'un éventuel pump qu'on pouvait faire pour aller chercher plus haut vers 72 000, 74 000 dollars, et ensuite poser un short à cet endroit-là. Et vous allez voir que ça a très bien fonctionné parce que du coup on a pump, donc j'ai pu profiter, vous allez voir, d'un long qui s'est bien passé, et malheureusement j'ai pas pu me positionner en short parce qu'on s'est arrêté juste avant la target que je visais, et bam, on a enfoncé, et du coup le BTC est parti un peu à la cave sans mon short. Mais vous allez voir que c'est pas encore foutu, il y a peut-être encore une opportunité pour rentrer sur un short là à court terme et essayer de jouer en fait le cassage des 60 000 qu'on pourrait faire sur BTC. Donc voilà, pas mal de choses à voir aujourd'hui. On commence du coup, regardez ça, la Maison Blanche qui nous tweet avec gros tweet, 16 millions d'impressions, 123 000 likes, sur le fait que voilà, les US rentrent en conflit militaire contre l'Iran. Bon, et ce qui me fume avec, comme d'hab avec les annonces des US, c'est à chaque fois c'est la même chose. Regardez Trump, grosse casquette USA en mode ils sont présents. Ça me fera toujours rire avec leur grosse casquette comme ça. Mais bref, du coup là, annonce du conflit. Dans la foulée, c'est un peu le bordel parce que on a pas mal de choses qui éclatent à droite à gauche. En gros, les Iraniens, l'armée iranienne, ils sont vraiment pas dans l'optique de vouloir coopérer avec les États-Unis. Ils sont vraiment pas dans l'optique d'aimer en fait les Américains et de faire un pas envers les Américains. Eux, les Iraniens, le gouvernement iranien, j'ai l'impression qu'il y a une grande haine face aux Américains, et qu'ils vont tout faire en fait pour ne pas donner raison aux Américains et tenir tête aux Américains. Du coup, ça va être un conflit qui va être un peu compliqué. Après, forcément, les forces sont pas les mêmes. Et d'un côté, t'as les US, première force mondiale en termes d'un peu de tout, et surtout en termes de militaire, alors que l'Iran à côté, bon, ils font pas le poids. Ça, c'est sûr. Ce qui est fou aussi dans l'histoire, c'est que Trump, il a dit que l'or de votre liberté est à portée de main en partant du peuple iranien. Et ça, bon, c'est une stratégie typique des Américains de vouloir faire en sorte qu'ils viennent pour le bien des civils, pour le bien du peuple iranien, et que ils viennent les sauver, alors qu'ils viennent les bombarder. Et du coup, ce qui balance, c'est que voilà, les Iraniens pourraient s'emparer du gouvernement. Et donc, il dit, on vient vous attaquer, ça va être le bordel, restez à l'abri, et quand ça a pété, on a pris votre dirigeant, reprenez le pouvoir, et faites une sorte de guerre civile, quoi. Bon, ça, il le dit pas, la guerre civile, mais en général, c'est ce qui se passe quand c'est le bordel comme ça. Donc, du coup, t'as toute une escalade du côté iranien, du côté américain, qui riposte en termes de ce qu'ils disent par rapport au conflit et ce qu'ils veulent faire en fait dans le conflit. Ce qui s'est passé du coup depuis, c'est que on a Israël qui est du coup avec les US contre l'Iran, et l'Iran, eux, pour l'instant, ce qu'ils ont fait pour riposter, c'est attaquer les bases américaines. Parce que t'as pas mal de bases américaines qui sont mises autour de l'Iran pour en fait tout simplement les attaquer. Du coup, l'Iran essaie d'attaquer ces bases, et sauf que t'as des dommages collatéraux, je pense, avec les Émirates. Alors je dis je pense parce qu'en fait t'as beaucoup. Alors je suis pas vraiment sûr pour l'instant parce que de base on pensait que c'était des missiles qui étaient envoyés sur Dubaï sans faire exprès, parce qu'en fait c'est devant la trajectoire où ils veulent viser les bases américaines. Mais là je sais pas, en fait c'est beaucoup
de flou. On se sera confirmé à mon avis dans les prochains jours. Là, en fait, il y a de plus en plus de vidéos où on voit que Dubaï reçoit quand même pas mal de restes de missiles et de missiles. Tu vois, là, juste par exemple sur la vidéo, ça c'est Dubaï et du coup il y a pas mal de choses qui arrivent sur Dubaï. Il y a eu un hôtel, je crois, qui s'est pris un gros missile. Enfin bref, il y a eu un mort aussi au Qatar, je crois, qui est arrivé avec un missile. Et t'as eu pas mal d'explosions à droite à gauche, donc sur les Émirats, que ce soit à Dubaï et au Qatar, Abu Dhabi et à Dubaï, je veux dire, et aussi du coup au Qatar. Et t'as même du coup j'ai vu des posts où t'avais des comptes iraniens qui parlaient du fait que le Burj Khalifa allait se faire exploser et du coup t'as eu une évacuation du Burj Khalifa qui s'est faite. Mais ça pareil, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, je sais pas comment ça se passe exactement, c'est toutes les news et les fake news qui sortent dans la foulée. Donc c'est un peu le bordel. Et autre chose aussi au niveau économique qui est important, c'est que on a l'Iran qui ferme le détroit d'Ormuz, qui est l'un des points de passage les plus importants au monde pour le commerce de pétrole. Ça aussi c'est important, sur le fait de fermer un détroit comme ça empêche du coup le passage du pétrole et du afflux de marchandises au niveau mondial, et surtout au niveau du pétrole. Du coup ça peut avoir un impact aussi au niveau de l'économie, ça prend en compte. Mais comme d'hab, est-ce que ça ou pas c'est une fake news, est-ce que c'est réel, parce qu'il y en a qui contredisent en fait cette news là, et du coup pour l'instant en fait on a énormément de choses qui arrivent d'un seul coup et on saura progressivement dans les prochaines heures, prochains jours si ou pas c'est vrai. Et c'est tout le problème d'un conflit de ce type là, c'est qu'à court terme en fait tu sais jamais ce qui se passe entre les fake news et les news, et du coup il y a beaucoup d'incertitudes et le marché a du mal à anticiper ça. Personnellement, ce que je vois au niveau de son conflit, c'est que ce genre de conflit, c'est sur le bordel en fait au niveau de l'économie, voilà, par rapport à l'incertitude. J'ai l'impression que pour l'instant les marchés ne réagissent pas si fort que ça à la baisse. En fait, vous allez voir qu'on a eu une baisse sur BTC, sur les marchés à court terme, mais ça a été vite rattrapé à la hausse avec un rebond. Et on n'a pas une baisse énorme qui s'est mis en place, et je pense que c'est dû au fait que les marchés en fait ils anticipent que ça va être rapide et efficace comme on a eu avec le Venezuela. Mais du coup, si c'est pas le cas, ça risque de corriger plus fort au niveau des marchés si on fait pas la même chose que le Venezuela. Alors je sais très bien que le conflit avec le Venezuela et le conflit avec le gouvernement iranien, c'est très différent. Mais dans l'opération militaire qui est mise en place, et j'ai l'impression que voilà, c'est ce qui anticipe les marchés, c'est-à-dire que la même rapidité que ce qu'il y a eu au Venezuela. Alors peut-être pas aussi rapide, mais en tout cas ça se prolonge pas, si vous voulez, sur des mois et des années. Et d'un autre côté, vous voyez, on pourrait se dire que en fait les marchés étaient déjà dans l'incertitude par rapport à l'anticipation du conflit. C'est-à-dire que là, en fait, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, par rapport à ce conflit iranien, on était dans une incertitude parce que on savait que Trump voulait, que les US voulaient attaquer l'Iran, mais on savait pas quand exactement. C'est-à-dire qu'on avait eu un avancé des groupes, des bases militaires sur l'Iran, et puis ensuite un retour en arrière, parce qu'en fait, je crois qu'il s'était fait cramer, et du coup, là, depuis ce moment-là, on savait pas quand exactement Trump allait annoncer en fait le début du conflit. Mais on savait tous que voilà, au bout d'un moment, ça allait arriver. Donc on avait cette incertitude-là. Maintenant que le conflit a débuté, du coup cette incertitude, elle s'enlève, parce qu'on sait que le conflit, voilà, il a lieu et maintenant c'est fait. Du coup, toute l'incertitude de l'anticipation du conflit, elle s'est enlevée. Mais maintenant, ce qui se passe une fois que le conflit est lancé et que l'incertitude de l'anticipation du conflit s'enlève, eh ben les marchés en fait ils ont plus qu'à anticiper pas le début du conflit comme c'était avant, mais plutôt la fin du conflit. Quand est-ce que va être la fin du conflit? Et ça, si vous voulez, c'est comme le fait que tu as le buy the rumor, sell the news. Ça veut dire que tu vas acheter la rumeur, et puis dès que la news sort, paf, ça vend, parce que tu n'as plus rien à anticiper. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire que on vendait la peur du fait que le conflit peut arriver. Une fois que le conflit est arrivé, bah, paf, on peut anticiper le fait que on aura une fin de conflit. Et là, je pense que c'est un peu ce qui se passe au niveau des marchés, parce qu'on anticipe le fait qu'on aura une fin du conflit assez rapide. Mais du coup, ce qui pourrait changer et ce qui pourrait ajouter plus d'incertitude et donc de peur et éventuellement de baisse sur les marchés, c'est le fait que ça se passe pas comme prévu et que on ait une escalade des tensions non prévues et non anticipées par le marché. Si on a dans le conflit plus d'escalade qui monte, ça veut dire que on a les US qui galèrent par exemple à obtenir ce qu'ils veulent au niveau de l'Iran, et que ça s'embourbe pendant des semaines et des mois, et que même il y a de nouvelles tensions qui apparaissent entre différents pays, ou de nouveau entre les US et l'Iran, et que de nouvelles choses qui arrivent sur le tapis, et ben ça pourrait apporter plus d'incertitudes non prévues par le marché, et donc une baisse un peu plus importante. Par contre, forcément, si le conflit se finit rapidement comme avec le Venezuela, et ben en fait cette incertitude-là globale de ce conflit-là, bah, elle sera derrière nous, et on n'aura plus besoin d'anticiper ça à la baisse, parce que voilà, ça sera déjà passé, et donc ce sera un peu plus bullish de ce côté-là. Après voilà, forcément les marchés regardent pas que ça, il y a aussi tout ce qui se passe au niveau de la Fed, au niveau de la macro, au niveau des autres conflits, etc. Bon, comme d'habitude, là je parle beaucoup des marchés, de l'économie, de ce genre de choses, mais comme d'hab, courage aux civils qui sont au cœur de ce conflit, qui n'ont rien demandé, sont eux les vraies victimes dans l'histoire. Et nous, au final, on est juste là d'anticiper qu'est-ce qui va se passer. Mais comme d'hab, le plus important, ça reste les gens qui ont rien demandé et qui se prennent ça dans la gueule. Et même si nous, de notre côté, ça peut être pénible d'avoir ce genre de conflit pour l'économie et les marchés, en réalité, l'impact que ça a sur nos vies par rapport
à ces gens-là, c'est rien du tout. Donc voilà, pensez à eux, et comme d'hab, de toute façon, dans n'importe quel conflit, en général, t'as toujours plus de victimes que de gagnants, quoi. Donc bref, voilà pour ça. Je voulais passer sur l'analyse technique parce qu'on a beaucoup de choses à voir. Alors déjà, je reprends un peu la chronologie des choses. Alors rappelez-vous, qu'est-ce qu'on anticipait? On anticipait le fait qu'on pouvait avoir, rappelez-vous, un rebond, hop, dans cette zone. Juste ici, on anticipait avoir un rebond par ici vers les 64 000, 65 000 $, et bam, on rebondit bien fort. On va chercher les plus hauts vers les 72 000, 74 000, et ensuite, on chute de ce côté-là. Bon, je vous avais dit que je regardais pour avoir un long là vers les 65 000 $. Finalement, bah, ça a été un peu mort parce que le scénario que j'anticipais, qui était de rebond vers les 65 000 et on remonte direct ici, et ben, vous allez voir qu'il a été bien respecté, mais au lieu de remonter direct, on allait chercher un petit peu plus bas. Donc, c'était pas non plus trop gênant. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un bottom vers les 64, 65 000 $, là, on allait chercher un petit peu plus bas vers les 62 000. Et là, on a commencé à poser notre bottom et remonter. Donc, c'est ce que je visais ici, toujours. Et comme d'hab, à chaque fois qu'on a ce genre de scénario, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde l'ancienne clôture daily. Donc, ce que j'ai expliqué ici, et ce qui va être vraiment important dans ce mouvement-là, c'est la clôture daily par rapport à l'ancien plus bas. C'est-à-dire que si on a une clôture daily qui se finit en dessous, qui clôture en dessous de l'ancienne plus basse ici, ça veut dire qu'on a de grandes chances de décrocher et partir complètement à la baisse. Ce qui était d'ailleurs le cas, rappelez-vous, pour le Dead Cat Bounce à 98 000 $, avec le jour où on a fait la clôture daily en dessous, on avait complètement décroché à la baisse. Si par contre on a juste une mèche et on a la clôture daily qui est au-dessus de l'ancienne plus haut, on a toujours la possibilité de rebondir et du coup d'aller chercher le scénario, paf, on fait une grosse bougie verte à la hausse, on va rebondir et ensuite on repart à la baisse. Du coup, j'ai posé un long dans cette zone en anticipant le fait que on pouvait avoir une hausse de ce côté-là, et ça a bien marché parce que regardez ça, on est venu les gars taper donc les plus bas ici vers les 62 000 $, et bam, on a explosé. Alors je m'attendais à qu'on remonte assez fort et que on ait une hausse assez forte jusqu'aux 72 000, mais alors une bougie comme ça, je pensais pas qu'elle allait être aussi puissante. Et du coup, ça respecte très très bien ce que je vous avais dit là par rapport à 2022. Rappelez-vous, c'est assez fou. Mais regardez ça en 2022, hop, je vous en avais parlé juste là. Donc là, vous voyez, c'est le graphe de 2022. Et ce qui était intéressant avec ce graphe, c'est qu'on était venu, vous voyez, chercher les plus bas ici. On avait fait des mèches bien profondes juste en dessous. Et ensuite, paf, explosion. On était revenu chercher les plus hauts ici. Et une fois qu'on était revenu chercher les plus hauts, qu'est-ce qu'on avait fait? Bam, on a enfoncé, un petit rebond et on enfonce complètement. Et du coup, c'est ce qu'on anticipait ici. Avec, rappelez-vous, hop, on descend, on vient chercher du coup, là on allait chercher ici à 62 000, on remonte très fort, on vient chercher les plus hauts et ensuite, paf, on décroche. Et du coup, au final, hop, ça a plutôt bien marché parce que, vous voyez, on est venu donc chercher les 62 000 et puis paf, on a explosé. Ensuite, ce que j'explique ici dans mon tweet, c'est que par pitié, alors les gars, franchement, vous pouvez pas dire que je n'avais pas prévenu sur ce rebond-là, mais j'ai dit par pitié, faites attention à un retour du FOMO sur ce genre de bougie. C'est exactement la même pattern qu'on a fait sur le Dead Cat Bounce sur 98 000 $, où tout le monde recommençait à FOMO. Et moi, j'étais plutôt dans l'optique de mettre un short parce que c'est typique, en fait, le genre de bougie qui vient sortir les liquidations avant de renforcer la baisse. Et vous voyez, c'est le même scénario que ce que je vous ai montré d'ailleurs sur 2022. Et du coup, ce que je disais, c'est que tout le CT va recommencer à croire à un retournement de tendance alors qu'on a plus de chances d'être juste sur un pump, une récupération de liquidité avant de continuer la tendance baissière, comme j'expliquais juste avant. Et du coup, mon plan reste le même. J'étais pour mon long. Regardez ça. Les gars, j'ai eu chaud. Et ça, j'ai eu de la chance de changer mon plan et de l'ajuster au fur et à mesure de l'évolution du cours. Et en fait, mon plan de base, c'était de TP à 72 000 $. Et du coup, de commencer à placer un short, vous voyez, dans la zone des 72 000, 74 000 $, qui est la zone, hop, juste là, qui est une zone, donc, au niveau des plus hauts, et tous les plus hauts ici, ils sont vers les 72 000, donc toute cette zone au-dessus des 72 000, il était hyper intéressant pour poser un short. Et en plus, si vous voulez avoir la meilleure zone, bah, on avait la FSG 4 heures qui est là, au-dessus des 74. Donc, voilà, mon plan, c'était TP par ici mon long, que j'ai placé du coup vers les 63 000 ici, et ensuite me positionner en short pour envisager une baisse. Et au final, là où j'ai bien fait, c'est que j'ai TP mon long, au lieu de le TP à 72 000, j'ai TP mon long à 68 000. Du coup, j'ai fait un plus 10 000 $, donc ça c'est cool, plus 300%, je suis rentré à 63, je suis sorti à 68, et j'ai bien fait parce que les gars, regardez ça, après, on a commencé à faire un top, donc vers les 70 et chuter. Et du coup, pourquoi j'ai TP mon long, en fait, vers les 68 000 au lieu de garder mon plan vers les 72 000? C'est parce qu'en fait, tout simplement, la plus grosse partie de mon trade, je l'ai prise, c'est-à-dire on a fait 63, 68 000, essayer de gratter un petit peu plus 72, ça me faisait pas gagner, ça me faisait gagner plus forcément, mais pas non plus tant que ça. Et le risque qui était encouru derrière, je le trouvais assez énorme. Et c'est vrai que le TPI 72 000, ça aurait été parfait si voilà, le BTC, il serait monté progressivement ou si la mèche serait direct allée d'un seul coup 72 000. Mais quand t'as une grosse mèche comme ça d'un seul coup et qui top à 70 000 et qui à court terme commence à corriger, moi je préfère cut dans ce cas-là. Et du coup, au final, j'ai bien fait parce que je cote mon trade et ensuite, vous voyez, on commence à repartir à la baisse. Là où, par contre, bah, je suis un peu déçu, c'est que, ouais, que j'explique ici, bah, en fait, j'attendais à qu'on revienne dans la zone des 72 000, 74 000 pour, en fait, poser mon short. Au final, regardez ça, on est, hop, dans le tweet que je vous ai mis aujourd'hui, et ben, en fait, on a bien pump, on est venu chercher ici les 70 000, mais vous voyez, on s'est arrêté aux 70 000, on n'est pas venu, en fait, chercher les plus hauts ici à 72 000. Et ça, c'est dommage parce que c'était la zone
où je vais poser mon short, et donc le BTC a commencé, vous voyez, à partir la cave et a commencé à dump, comme on l'avait prévu au final, mais sur mon short. Du coup, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Et du coup, mon nouveau plan par rapport à BTC à la court terme, c'est que, comme je suis ici, on risque d'avoir pas mal de volatilité à court terme, suivant aussi l'évolution du conflit, hein, comment ça part, s'il y a plus ou moins d'augmentation en fait de conflits, ben ça peut créer plus de volatilité, et ça ce sera le cas durant les prochains jours. À noter aussi que pendant plein week-end, et du coup le problème avec le week-end, ben, les marchés ils sont fermés, et que lundi à la réouverture, ben, ça peut faire beaucoup bouger les marchés. Et en un week-end en fait il peut se passer beaucoup de choses avec le conflit, et logiquement les marchés US devraient réouvrir à la baisse si on est assez logique dans le conflit qui a été lancé, mais c'est pas une certitude. Comme on l'a vu sur BTC, là, à court terme, que vers 24 sur 24, on a ouvert à la baisse, enfin, on a direct pris une bougie à la baisse, mais ça a été vite racheté derrière. Donc ça, on verra. Mais du coup, mon nouveau plan, comme j'explique ici, c'est que je me précipite pas pour l'instant. Juste si on vient chercher plus haut à 72K $, là, je me positionne en short. C'est-à-dire que là, actuellement, enfin, pour moi, on a tout simplement deux scénarios. Hein. De toute façon, à chaque fois, ça baisse, soit ça descend. Mais soit en fait, on vient du coup péter les bougies qu'on a ici, donc les anciennes clôtures que du coup on n'a pas pété ici, et au final, le pump and dump qu'on avait anticipé était correct, sauf que au lieu de faire un top à 72, 74, on s'arrête sur un top à 70 000 et on vient pas chercher les liquidités qu'on a laissées au-dessus ici. Ça, c'est le scénario 1 qui pourrait être possible suivant l'évolution du conflit, enfin, suivant si on a une évolution du conflit qui est plus catastrophique que prévu. Et par contre, le scénario que j'aimerais bien voir et le scénario que j'anticipe le plus, c'est plutôt ça. Je vois bien de nouveau un rebond du cours là pendant le week-end. On peut former un petit pattern de retournement avec de nouveau un pump où on revient chercher plus haut, comme prévu, comme on n'avait pas fait ici, mais qu'on voulait faire ici. Et cette fois-ci, on vient bien chercher liquider au-dessus vers les 72, 74 000. Et ensuite, une fois qu'on a cherché ça, on replonge et on fait un plus bas. Parce que au final, quand on regarde la structure qu'on a fait là, et ben en fait, on est juste continuer à descendre dans cette sorte de canal baissier qu'on a ici. Et on n'a toujours pas fait en fait la cassure avec la déviation à la hausse avec les liquidités qu'on peut aller chercher avant de replonger à la baisse. Donc voilà, c'est ce que j'anticipe. Et pour l'instant, je me précipite pas au niveau des trades. Je vais pas long ou short cet endroit, et j'attendrai uniquement cette position des 72 000, au-delà des 72 000, pour commencer à short. Bon, ensuite, on peut passer sur TradingView juste là. Donc ça, on peut l'enlever. Et maintenant, regardez ce qu'on a un peu plus, je trouve, c'est vraiment une sorte de canal baissier qu'on a ici. Alors, c'est pas le canal baissier le plus propre que j'ai vu, mais voilà, il est quand même bien présent juste là. Voilà, comme ceci. Et du coup, le cas typique en fait de ce qu'on pourrait faire avec ce genre de pattern, c'est du coup descendre là-dedans, et en fait au bout d'un moment, on casse ça, on vient chercher les liquidités qui sont au-dessus, hop, et une fois qu'on est venu chercher les liquidités, et là on continue de tendance et on replonge. Et en fait, hop, ça pourrait correspondre en général, il faut prendre l'entrée que là ici, on le reporte à la cassure, et ouais, ça irait parfait avec les prises de liquidité à prendre aux 72 000. Donc voilà, c'est ce qu'on vise là à court moyen terme sur quelques jours, et faire un scénario là comme ça, tac, on pète, on vient chercher à target ici les liquidités qu'on a laissées, et ensuite là on replonge, ça pourrait être jouable. Et du coup, c'est pour ça que pour l'instant, il y a peut-être une opportunité de long, voilà, si on revient en bas du canal ici et on sauvegarde la clôture daily qu'on a là pour long ça, comme je l'ai fait ici. Mais pour l'instant, sinon, en plein milieu du canal ici, je vois pas d'intérêt de long ou short à cet endroit-là. C'est un peu de la volatilité, les portes de saloon, donc on va droit, on va en haut, on va en bas, et il n'y a pas forcément de direction claire. Donc voilà, voici le plan. L'objectif, c'est de short dans cette zone et éventuellement de prendre un long dans cette zone pour aller jouer ça, pour aller se faire à court terme aussi. Moi perso, pour l'instant, je suis toujours dans l'optique d'aller péter la clôture daily qu'on a ici, et forcément le plus bas qu'on a fait ici à 60 000. Et je suis toujours dans cette optique de tendance baissière, hein, en weekly ça change pas, avec le dead cat bounce qu'on a eu là, paf, on enfonce très fort, petit rebond ici en weekly qui peut durer plusieurs semaines, et paf, on renfonce, et derrière aller chercher un bottom dans cette zone. Donc tout ce qu'il y a en dessous des 60 000, comme j'ai expliqué, entre les 60 000 et les 40 000, perso, j'achète à fond en BTC en spot. Ici, on passe sous les 40 000. Là, par contre, gros all-in, hein, all-in de toutes mes liquidités que j'ai sur Bitcoin. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. Et c'est vrai que pour l'instant, quand on regarde par rapport à 2022, les gars, c'est bluffant, quoi. Enfin, comme on fait à peu près le même truc, quoi. En 2022, c'était vraiment ça, où on a formé le dead cat bounce, on allait chercher bien profond. Ensuite, petit rebond, vous voyez, là, on le voit très bien, où ça dure plusieurs jours, ça dure quelques semaines. On vient chercher une mèche bien basse, hop, on rebondit, on sait pas trop quoi faire, on remonte, on va chercher les liquidités au-dessus, on rebondit, paf, on enfonce. Et là, après, on va chercher le bottom qui était par là. Bon, après, pour moi, le vrai bottom en vrai de ce cycle, c'était plutôt celui-là. Et ça, c'était le deuxième bottom qu'on a eu à cause d'FTX. Mais du coup, ouais, là, pour le BTC actuellement, ce serait pas déconnant de refaire le même truc, où on a le dead cat bounce ici, paf, on enfonce, on va chercher un mèche bien profond. Et là, vous voyez, de nouveau, on rebondit, on vient, descendre dans ce canal, et là, paf, on va chercher les liquidités, et là, on enfonce à la baisse.
Et là, après, on commence à poser un bottom dans cette zone. Et après, petit à petit, on repart. Donc, voilà, c'est ça le plan. Après, comme d'hab, ça peut évoluer. Et moi, perso, je switcherai, je deviendrai bullish le moment où je verrai que on a un retournement de tendance, en fait, qui se fait. C'est-à-dire que pour l'instant, en daily, vous voyez, la tendance, c'est toujours pareil. Elle est toujours baissière ici. C'est-à-dire qu'on est vraiment toujours dans ce canal baissier pour l'instant. Même si on casse ça et qu'on vient chercher les liquidités ici, hop, on peut vite retourner tendance baissière. Mais après, quand on regarde, en fait, en tendance weekly, on est toujours sur une tendance qui est complètement baissière. On est vraiment dans un truc où on fait que des rebonds qui vont chercher encore plus bas, encore plus bas, encore plus bas. Et pour en fait changer de tendance et pour que moi perso je commence à redevenir bullish, en fait il va falloir commencer à soit poser un bottom et du coup essayer d'anticiper un retournement de tendance, comme par exemple on l'avait à peu près ici, et donc former un retournement de tendance dans ce style et puis commencer à péter les plus hauts ici. Mais ça pour l'instant, voilà, on en est encore loin de ça. Et tant qu'on n'a pas ça en weekly, moi je reste toujours en fait baissier sur la vision de moyen terme, sur plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est comme, si vous voulez, quand on montait ici, je sais que vous dire, les gars, faut juste suivre la tendance, en fait. Et quand on a une tendance qui reste haussière ici, ça sert à rien d'essayer d'anticiper la baisse. On reste aussi dans la tendance. Et puis, le jour où on casse la tendance, on avait eu là, rappelez-vous, avec le ruban, et ben là, du coup, on peut passer dans une nouvelle tendance baissière où là, on inverse notre billet et au lieu d'être haussier, on est bearish. Et ouais, là, tout le long du bull run, on était haussier. Et bien sûr, il y a des grosses périodes de correction qu'on se mangeait de règle à chaque fois, mais on restait sur une dynamique qui était haussière parce que on sauvegardait la tendance. Le jour où on a cassé la tendance ici et là, hop, peut-être 4 bounce, là, on a validé la tendance, on est passé sur une tendance baissière et ben là, du coup, il faut garder la tendance baissière ici. Et en fait, tant que, même si on a des rebonds qui vont ici, tant qu'on n'inverse pas la tendance, on reste dans cette tendance baissière. Le jour où on inverse ici, on fait un plus haut, paf, on repasse au-dessus du ruban, ouais, dans ce sens-là. Et ben là, paf, on peut repasser bullish puisqu'on repasse dans une tendance qui est aussi en weekly. Mais ce genre de tendance, ça s'inverse pas toutes les 5 minutes. C'est-à-dire qu'en général, quand on inverse la tendance comme ça weekly, c'est parti pour plusieurs mois, plusieurs trimestres, même voire plusieurs années parfois. Donc voilà pour notre cher BTC. N'hésite pas à me follow d'ailleurs sur Twitter parce que je vous tiens au courant de ce que je fais au niveau de mes trades à court terme. Pour l'instant, je pense que ce week-end, moi, je vais pas faire grand-chose. Je vais voir surtout l'ouverture des marchés là lundi, comment ça va se passer. Et ça dépendra aussi pas mal de ce qui va se passer au niveau du conflit ce week-end. Pour finir, je voulais vous passer la data macro US parce que on a aussi pas mal, on a quelques trucs à dire par rapport à ça. Donc ça, on vous l'a sorti hier. On a eu une forte hausse du PPI. PPI, rappelez-vous, je vous rappelle ce que ça représente, c'est le prix de production. Et sur le mois de janvier, donc on a eu les chiffres du mois de janvier, ils se sont envolés. On a eu 0,8% en fait. On se représente pas trop ce que c'est, 0,8%, c'est pas énorme, mais c'est le niveau le plus élevé observé depuis janvier 2022. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait genre sur les 3 dernières années, c'est le niveau le plus élevé qu'on a eu au niveau du PPI. Alors le PPI, c'est pas forcément le truc le plus important qu'on va regarder personnellement par rapport à la Fed, par rapport à l'inflation, par rapport au taux d'intérêt, mais quand t'as une hausse comme ça qui surgit, ça vaut comme le coup de s'y pencher dessus. Et donc ça, c'est pas forcément bon, parce que le problème de ce genre de stats où on a un PPI qui augmente, ça montre qu'il y a une demande et que donc l'inflation risque de persister sur ce secteur. Et vous allez voir que c'est un secteur bien précis qui a fait que le PPI a explosé comme ça. Bon, et du coup, on va direct passer sur les chiffres, et ça, on avait prévu, les gars, non mais c'est vrai, c'est fou, on avait prévu 0,2, on a eu bam 0,8 d'un coup. Donc énorme différence. Pour le PPI, donc même chose, on prévoyait 3,3 puis on avait monté à 3,6. Et le truc, c'est qu'en fait, cette explosion, elle vient du secteur des services. C'est vu que il y a beaucoup de demandes, et en fait, leur marge, ils margent plus, et du coup, c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de production et de profit qui a été fait. Et ça, c'est pas forcément fou, parce que voilà, on l'explique ici, mais en gros, quand vous avez les prix de production, donc le PPI qui augmente, ça signifie que ça se répercute sur le prix des produits. Donc plus on a le prix de production qui augmente, plus le prix des produits augmente. Et donc forcément, quand t'as le prix des produits qui augmente, t'as l'inflation qui augmente. Et quand t'as l'inflation qui augmente, la Fed, ils veulent baisser les taux d'intérêt pour contrer cette inflation. Donc ça, c'est un effet qui est pas ouf sur l'inflation. Après, voilà, c'est un mois explosif, mais c'est un mois. Donc comme d'hab, faut voir l'évolution que ça apporte sur les prochains mois, voir pas si ça persiste et si ça continue. Bon, après les autres chiffres, je vous laisserai les checker, mais ils sont un peu moins intéressants. Et en plus de ça, on peut ajouter le fait que rappelez-vous, on parlait de l'incertitude, justement, c'est fou, mais il y a pile le 27, on parlait de l'incertitude entre l'US et l'Iran, et du coup le 28, on a cette incertitude qui est arrivée avec la guerre qui a été déclarée. L'autre truc aussi qui avait fait pas mal parler, qu'on a parlé dans la dernière vidéo, c'est, rappelez-vous, la Cour suprême qui interdit Trump d'augmenter ses frais de douane et qui, lui, les impose à tout le monde à 15%, au monde entier. Donc ça aussi, c'est pas ouf. Donc tout ça réuni, plus les chiffres au niveau de l'inflation, au niveau des sous-chiffres par rapport au chômage, PPI qui sont pas fous, ça fait que les marchés, pour l'instant, c'est pas la folie et c'est pas encore prêt au moyen terme là de se reprendre. Après, ce qu'il faut vous dire aussi, c'est que si BTC arrive perso, moi j'anticipe le fait qu'on fasse un plus bas en dessous des 60 000, mais si jamais BTC arrive à maintenir ces 60 000 malgré toutes ces mauvaises news, ça veut dire que pour aller chercher plus bas que les 60 000,
Il faut vraiment une news encore pire que ce qu'on a ici. Donc il faut vraiment quelque chose, un catalyseur très négatif pour emmener BTC plus bas. Mais bon, pour l'instant on n'y est pas encore et on a encore toutes les chances, toutes les possibilités de faire un nouveau plus bas sur BTC la semaine prochaine avec l'ouverture des marchés traditionnels et éventuellement le conflit qui pourrait escalader entre les US et l'Iran. Bon, beaucoup de choses. On finit avec notre commentaire du jour. Tiens, Monsieur Rabbit, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Question, pourquoi tu confies ton argent à BitGet alors que tu pourrais trader en décentralisé tout en fermant la drop? C'est pas faux. J'ai déjà expliqué que je trade, d'ailleurs, vous l'avez en description, je trade toujours un peu sur EDGX et Aster, enfin pas trop récemment, mais sur les derniers mois, je les ai quand même pas mal utilisés et c'est vrai que c'est pratique parce que en fait sur Aster, t'as les stages, etc. qui te rapportent des tokens Aster, donc c'est cool. Et sur EDGX, du coup, tu farmes un drop qui va être lancé bientôt. Enfin, je sais pas quand exactement encore, mais qui va être lancé. Et du coup, l'avantage de trader sur EDX, c'est que t'es décentralisé, t'as personne qui te fait chier, tu peux trader avec ton wallet, et t'as le farm de la drop qui se met en place. Mais c'est vrai que des fois, je trouve que c'est quand même un peu plus pratique les sex, parce que t'as tout à portée de main, et t'as plus d'options, t'as plus de tokens, t'as plus de volume aussi souvent, plus de liquidité, et surtout, là en fait, je me suis remis un peu à trader chez BitGet, parce que je crois que je suis nostalgique. J'ai beaucoup utilisé BitGet en vrai, que ce soit Bybit aussi à l'époque et BitGet surtout. Sur les dernières années, j'ai beaucoup utilisé BitGet. Du coup, ça me fait un peu mal au cœur que ce soit fini enfin qu'ils arrêtent leur service en France. Et du coup, c'est pour ça que là, je retraite dessus un peu en nostalgie un peu, je pense, juste pour kiffer une dernière fois d'être sur cette plateforme et ensuite voilà, partir quoi. Et de toute façon, vu que je fais que des trades court terme là, c'est pas grave si ça reste jusqu'au 31 mars parce que je les aurai cut avant. Donc voilà, fin de la vidéo. J'espère que c'était pas trop brouillon parce que je sais pas, c'est pas mal d'infos différentes mis bout à bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de mon plan. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous anticipez du côté des marchés, au niveau du conflit, etc. et qu'est-ce que vous visez. Comme d'hab, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter parce que je vous mettrai à jour les infos par rapport à ce que je fais. Je vous laisse là-dessus et moi je vous dis à plus. Ciao!